Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur la notion de conscience, avec pour objectif de nous donner quelques éléments de réflexion pour nous positionner sur deux questions. Qu'est-ce que la conscience et quelle en est son origine? L'objectif de cette vidéo est de venir en appui à la réflexion sur la notion de diminution de conscience, la notion de sédation en médecine, ou encore ce que l'on appelle l'endormissement volontaire médicalement assisté. Alors, qu'est-ce que la conscience? La conscience se définit comme la relation intériorisée qu'un être est capable d'établir avec lui-même et avec le monde. Étymologiquement, le mot latin cum scientia est naturellement décomposé en cum et scientia, qui peut être traduit par avec savoir, à comprendre par synthèse de savoir. La conscience, au sens général, est donc la synthèse de savoir intérieur que l'homme possède de ses propres sentiments, de ses actes et de ses pensées. C'est une faculté qui permet de saisir ce qui se passe en nous et en dehors de nous. La conscience, c'est une propriété de certains êtres vivants qui le permet d'avoir la capacité de se rapporter subjectivement leurs propres états mentaux. Les états mentaux sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils se rattachent à un sujet. Ils sont propres à chacun. En d'autres termes, nous n'avons de regard que sur notre propre conscience, et nous ne pouvons percevoir la conscience de l'autre. La conscience est finalement ce petit jardin secret, ce petit doigt qui dit, ou alors ce Jiminy Cricket intérieur, cette douce voix que personne d'autre ne peut entendre. Nous vivons tous dans le même monde physique, dans la même réalité matérielle. Mais la conscience que nous en avons est une expérience complètement individuelle, personnelle et incommunicable. La conscience est un état mental qui est vécu de l'intérieur et non un état physique qui peut être observé et analysé de l'extérieur. Cette différence d'état est à bien définir car elle constitue la première difficulté et le premier piège dans lequel nous pouvons tomber lorsque nous cherchons à concevoir la notion de conscience. En effet, et c'est bien naturel, pour mieux percevoir la conscience, pour lui donner forme, nous utilisons ce qui nous constitue, ce que nous maîtrisons par nos sens et ce que nous avons sous la main, la matière. C'est en toute logique que nous cherchons donc à la matérialiser, cette conscience, pour mieux l'appréhender. La matérialiser au sens propre du terme, c'est-à-dire la rendre matérielle. Quand nous pensons à la conscience et à la pensée, nous avons peut-être l'image d'un petit nuage vaporeux flottant au-dessus de notre tête. Nous imaginons donc la conscience, par exemple, comme de la fumée ou de la vapeur d'eau. Tout cela comme pour mieux la concevoir et la définir. Cette image de fumée ou de vapeur est bien sûr reprise par tout bon illustrateur de bande dessinée pour transcrire la pensée d'un personnage. Or, lorsque nous faisons de la sorte, nous prêtons à la conscience des caractéristiques matérielles et nous nous plaçons déjà dans le paradigme matérialiste de l'origine de la conscience. Faire cela, c'est déjà prendre parti. Mais qui nous dit que la conscience est la synthèse d'un composé de matière? Il est à noter ici un premier paradoxe. Si nous prêtons à la conscience une forme et un substrat matériel, et une origine matérielle, celle-ci devrait alors posséder des fonctions et des caractéristiques répondant aux mêmes lois matérielles qui s'appliquent à notre corps. Or, il est bien démontré, et nous l'expérimentons au quotidien dès lors que nous pensons ou que nous prenons conscience de quelque chose, il est bien démontré que ces phénomènes mentaux ont des caractéristiques bien différentes des phénomènes physiques. Prenons un exemple, celui de la temporalité, de la relativité restreinte
et le rapport au vieillissement, la perte d'énergie. La conscience, les processus mentaux, la pensée, ne semblent pas subir les mêmes lois de temporalité que les processus physiques. Un corps physique s'érode, se tasse et vieillit au fil des années, alors que la conscience, la pensée, sont stables et évoluent même en se consolidant tout au long de la vie. C'est le principe même de ce que l'on appelle la sagesse des anciens, par exemple, une conscience affinée par l'expérience des années. Autrement dit, pour les états mentaux, pour la conscience, E n'est pas égal à mc carré. La pensée est instantanée, bien plus rapide que la vitesse de la lumière, et semble se produire sans perte d'énergie. Par exemple, vous pouvez construire en pensée et visualiser en une fraction de seconde une magnifique cathédrale, alors que le temps pour la construire avec des matériaux physiques serait bien plus long. Nous avons donc vu à ce stade que la conscience était un état mental et non un état physique, un état subjectif et non pas objectif, qui nous permet d'être témoins de nous-mêmes et du monde, le monde qui nous entoure. Alors avançons dans la définition de cette conscience. Il semble exister plusieurs niveaux de conscience, plusieurs degrés de conscience. Premièrement, la conscience de soi, conscience d'être en vie et d'exister en tant qu'être. Pour vulgariser, la conscience de soi, c'est la sensation d'être en vie, tout simplement. Deuxièmement, la conscience de l'altérité et du monde. La conscience de la possibilité d'être en interaction avec les autres et le monde. Conscience de pouvoir poser des actions qui viendront peut-être modifier ce monde. Et troisièmement, troisième degré de conscience, la conscience transcendantale ou spirituelle. Conscience collective, conscience d'un monde au-delà du réel, au-delà de nos perceptions, allant jusqu'à la conscience éventuelle de l'existence d'un Dieu créateur. Conscience de la possibilité de croyance. De ces niveaux de conscience, que certains appellent niveau d'éveil, se dégage l'idée que le degré de conscience semble être corrélé au degré de connaissance et d'expérience. Lorsque nous apprenons, nous développons la capacité de comparer, de discriminer, à partir des expériences engrangées, et d'augmenter notre niveau de conscience sur soi, puis sur le monde, et éventuellement de conscience transcendantale, sur l'hypothèse de réalité supranaturelle, spirituelle. La connaissance semble donc nous permettre de prendre davantage conscience, de prendre de la hauteur. D'autre part, le niveau de conscience semble dépendre du degré de maturation cérébrale et des capacités d'apprentissage qu'il permet. Prenons l'exemple du nourrisson dans ses différents stades de développement. À la naissance, le nouveau-né ne semble pas avoir conscience de lui-même. Il survit dans une continuité de la vie de sa mère, accroché au cordon ombilical et à son sein. D'après vous, le nouveau-né est-il doté d'une conscience? Et finalement, qui possède une conscience? L'enfant possède une conscience, mais celle-ci va devoir s'affiner par l'apprentissage. Le fameux test du miroir permet d'explorer la conscience de soi. Les animaux qui sont capables d'une auto-reconnaissance dans un miroir semblent dotés d'une conscience, une conscience de soi. Testez cette expérience chez vous, sur votre enfant ou sur votre animal domestique. Positionnez-le devant un miroir et approchez-vous de lui par derrière sans faire de bruit. S'il se retourne pour vous sauter dans les bras, c'est que le test est positif. L'enfant ou l'animal a la conscience de soi dans le miroir et a la capacité de discerner, de différencier soi de l'autre.
Le petit homme se reconnaît progressivement dans le miroir entre 18 mois et 2 ans. On appelle cette acquisition le stade du miroir. L'enfant réalise peu à peu que cette petite frimousse qui le regarde, c'est bien lui. Cette capacité d'auto-reconnaissance se retrouve également chez d'autres animaux comme les dauphins, les chimpanzés, les bonobos, les chiens et une espèce d'oiseau appelée la pie bavarde. Alors petit aparté à ce sujet. Si nous partons du principe, comme l'a démontré la science, que le nourrisson n'acquiert une conscience de lui-même qu'à l'âge de 2 ans, et que des formes de conscience sont présentes chez d'autres animaux que l'être humain, la conscience de soi ne semble donc pas le propre de l'homme, et elle ne peut donc être la conséquence du saut ontologique qui différencie l'être humain des autres animaux. Autrement dit, la conscience de soi ne semble pas être le propre de l'espèce humaine. Le propre de l'espèce humaine résiderait dans une potentialité d'affinage de sa conscience grâce à l'apprentissage. L'homme aurait la capacité d'éduquer sa conscience. Il aurait une conscience inachevée à la naissance, mais qui aurait la capacité interne de grandir, s'élargir, s'ouvrir à plus grand que soi. Et c'est le deuxième point que nous pouvons tirer de l'expérience du miroir. Il existe un lien étroit entre l'apparition de la conscience et le développement du cerveau, ainsi que de la capacité d'apprentissage. Ce point nous invite d'ailleurs à nous pencher sur la question de l'origine de la conscience. D'où provient cette conscience? Comment est-elle produite? Par quel mécanisme, si mécanisme il y a? Concernant l'origine de la conscience, il n'y a pas 36 000 hypothèses, 2 seules possibilités. Soit nous optons pour la vision matérialiste brute de la conscience, qui plaide pour une conscience d'origine purement neuronale, c'est-à-dire simple production du cerveau, fruit d'une interconnexion de milliards de neurones et de neurotransmetteurs. Soit nous optons pour la vision un peu plus spiritualiste, qui conçoit la possibilité d'une conscience dite d'origine extraneuronale, une conscience qui prend sa source à l'extérieur du cerveau, mais qui a besoin du cerveau pour s'exprimer, pour apparaître dans le monde réel. En d'autres termes, soit la conscience est une production endogène de cellules neuronales, soit elle est d'origine exogène, extérieure au cerveau. Alors pour mieux conceptualiser cette approche extraneuronale de l'origine de la conscience, j'aime prendre l'image des ondes radio. L'émetteur des ondes radio est extérieur à la radio qui émet le son. Dans le processus, il y a l'émetteur, l'onde, la radio et le son. Le son a besoin de la radio pour que l'onde inaudible soit transformée en son audible dans le réel. Si nous transposons au sujet qui nous intéresse, le son serait notre conscience, la radio serait notre cerveau, l'onde serait la partie immatérielle de la conscience, appelée en philosophie l'esprit, et l'émetteur serait l'origine de l'esprit, l'origine de cette onde que l'on nommera grand X ou éventuellement Dieu. Mais revenons plus concrètement à notre sujet. Ce qui est désormais sûr et observé scientifiquement est que la conscience, pour être et pour apparaître dans notre monde réel, a besoin d'un support, le cerveau, les neurones et les neurotransmetteurs. Autrement dit, l'immatériel aurait besoin de matériel pour exister, pour advenir dans le monde réel, dans notre réalité. L'onde a besoin d'être transformée en son par la radio. La conscience a besoin du cerveau radio pour exister, se matérialiser. De ce point de vue, la vision dualiste platonicienne d'un esprit, d'une conscience qui se serait perdue dans un corps prison
esprit complètement dissocié de la matière, la matière corps qui l'héberge. Cette vision n'a plus lieu d'être. Sans le corps, sans le cerveau, sans la radio, l'esprit ne pourrait apparaître dans notre monde. Les deux sont indissociables et participent d'une même nature. Il n'y a pas de dualité, d'étanchéité entre le monde spirituel et le monde matériel. Les deux mondes communiquent. De même, ce point de vue ne donne pas raison à Descartes, qui, dans ses méditations métaphysiques, émettait son cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Cette phrase, je pense donc je suis, est pour lui la seule affirmation possible et vraie, car toutes les autres pensées et tous les autres ressentis peuvent être le fruit de tromperies par mes sens. Cogito ergo sum, en d'autres termes, il n'y a pas d'erreur possible sur mes propres états mentaux. Je pense donc je suis. Par contre, je peux me tromper sur le monde physique, vaste illusion, rêve. Il se peut que je sois dupé par mes 5 sens. Pour Descartes, puisqu'il est possible de douter de l'un mais absolument pas de l'autre, cogito ergo sum, c'est donc que le physique et le mental, le corps et l'âme, sont deux choses bien distinctes, bien différentes et dissociées. C'est la thèse du dualisme cartésien. À noter que ce dualisme n'explique pas les interactions entre le corps et l'esprit, même si Descartes a tenté de son temps de proposer un point d'interaction anatomique. Pour lui, le point d'interaction entre l'âme et le corps était la glande pinéale ou épiphyse. C'est une glande endocrine située en plein milieu du cerveau, dont la fonction est bien connue aujourd'hui pour sa sécrétion de mélatonine, mais sûrement pas pour sa sécrétion de conscience. Mais ceci étant dit, j'ouvre une petite parenthèse, Descartes n'était pas tant que cela à côté de la plaque. Il faut savoir que la mélatonine joue un rôle dans la régulation du cycle circadien, le cycle veille-sommeil, et donc joue un rôle dans la régulation du cycle conscience-inconscience. Car lorsque nous nous endormons sous l'effet de la sécrétion de mélatonine, nous passons d'un état conscient à un état de diminution de conscience. Fermez la parenthèse. Avançons. Bien sûr que conscience et cerveau sont intimement liés, mais cela ne nous dit pas si le cerveau est à l'origine de la conscience et s'il permet son fonctionnement, ou bien s'il est seulement son support, et que la conscience est une origine extraneuronale et un fonctionnement interne, propre à elle-même. Rappelez-vous ce que nous avons émis plus haut. La conscience, dans son fonctionnement, ne semble pas souscrire aux lois de la matière, aux lois de la relativité restreinte et générale. Lorsque nous pensons ou que nous prenons conscience, il n'y a pas de perte d'énergie. E n'est pas égal à mc au carré. Traduit en termes biologiques, lorsque nous pensons, il n'y a pas de production d'ATP, qui est la molécule d'énergie par excellence. Comme nous l'avons vu, la thèse physicaliste ou matérialiste de la conscience prône qu'il n'existe rien d'autre que le monde physique, et donc que la conscience n'y échappe pas. Mais alors, comment la conscience peut exister si on n'est qu'un tas de matière et que d'autres tas de matière, comme les cailloux, n'ont pas de conscience? Pour aller dans le sens de cette logique matérialiste, certains pensent que la solution se situe dans la théorie de l'identité esprit-cerveau. L'esprit n'est qu'un phénomène cérébral issu de la synthèse de l'interconnexion de milliards de neurones. S'appuyant sur la thèse des animaux-machines de Descartes, ils énoncent que la conscience ne serait rien de plus que la résultante de phénomènes biologiques. La pensée serait le fruit d'un processus physique qui se produit dans le cerveau. Mais d'autres scientifiques et philosophes
pense, et j'en fais partie, que cette définition n'est pas suffisante pour expliquer ce phénomène, car elle ne permet pas de rendre compte et d'expliquer toutes les caractéristiques et toute la complexité qui opère dans le déploiement d'une telle conscience. En guise d'ouverture, je vous laisse sur la notion récente de qualia, Q-U-A-L-I-A, car elle constitue la principale réfutation du physicalisme en philosophie de l'esprit. Les qualia, encore appelées conscience phénoménale, sont le contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. Les qualia, c'est le contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur lorsqu'on perçoit ou que l'on expérimente quelque chose. C'est par exemple, qu'est-ce que ça fait de voir un objet petit, carré et jaune? Ça n'est pas simplement de le voir, mais qu'est-ce que ça fait de le voir? Les qualia constituent ainsi l'essence même de l'expérience de la vie et du monde. J'aime à dire que les qualia sont comme la conscience de la conscience, sur le principe de la mise en abîme, qui est le fait de représenter une œuvre dans une œuvre. Vous savez par exemple tourner un film dans un film. Les qualia seraient donc la conscience de la conscience, et seraient éventuellement le propre de l'homme. Les qualia sont des phénomènes psychiques constitutifs des états mentaux, et notamment de la conscience, de l'intention, du jugement, la concentration, la confiance en soi, des sentiments, des passions, des sensations, de douleur, de faim, de fatigue, le sentiment de soi. Pour mieux concevoir ces qualia, permettons-nous un parallèle. Au plan de la matière et de la physique quantique, la plus petite particule élémentaire est le boson de Higgs. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Eh bien, pour le monde psychique et des états mentaux, la plus petite unité de mesure de l'expérience mentale ou de l'expérience psychique serait le qualia, la plus petite unité de mesure psychique, le qualia. La grande question est de savoir si les qualia ont une réalité. Pour les philosophes des sciences et les scientifiques, le problème est que leur existence ne pourra jamais être démontrée par la méthodologie scientifique actuelle, les neurosciences et les sciences cognitives. Car par définition, les qualia ne sont pas de nature physico-chimique, mais ils sont de nature mentale, donc immatérielle, des contenus subjectifs d'expériences d'états mentaux. On ne pourra jamais le voir sous un microscope. Alors mettons-nous en situation. Je pense à une banane. Il a été prouvé qu'un chimpanzé avait aussi la capacité de penser à une banane, de se représenter mentalement une banane. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que ça me fait de penser à une banane? Et qu'est-ce que ça lui fait au chimpanzé de penser à une banane en termes de ressenti, d'émotion? Et quel impact ce qualia a sur sa conscience de lui, sur sa conscience du monde, sur son intention, son jugement et sa confiance en lui. C'est ça un qualia. Qu'est-ce que je vais en faire finalement de cette prise de conscience sur cette banane? Est-ce que je vais simplement la dévorer pour moi-même, ou est-ce qu'éventuellement je vais la partager avec le monde, la partager avec l'autre, ou même me retenir pour ne pas la manger par pure volonté d'ascèse? Dimension spirituelle. Selon moi, le qualia est cette capacité à discriminer deux états de conscience. Par exemple, comme nous l'avons vu plus haut, la conscience de soi, la conscience du monde, la conscience collective, la conscience d'un monde spirituel au sens large du terme, etc. Et pour ce qui nous intéresse dans notre réflexion anthropologique et dans notre recherche du sens, je vous laisse sur cette question.
La conscience n'est donc pas le propre de l'homme, mais s'agissant des qualia. Les animaux ont-ils des qualia? Les qualia sont-ils le propre de l'homme? Et pourrait-il être le fruit de ce fameux saut ontologique qui a permis à l'être humain de se différencier du monde animal? Je vous laisse sur cette question. Pour conclure et faire le lien avec la question de la sédation en fin de vie, je voudrais vous poser une question. Dans quel état de conscience souhaiterez-vous vivre vos derniers instants? Comment souhaitez-vous gérer vos qualia lors de votre fin de vie? Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.